En France, plus de 10% des couples sont confrontés à une infertilité. Et chaque année, plus de 25 000 enfants naissent par PMA, procréation médicalement assistée. Voilà plus de 10 ans que j'accompagne des femmes et des hommes dans ces longs parcours. 10 ans que je m'intéresse à cet univers de la PMA, où se tutoient le médical et le psychologique, l'éthique et les avancées technologiques, le couple et les réflexions de société, la science et les croyances, la raison et les sentiments. De toutes ces années à travailler auprès des équipes médicales, à accompagner mes patients, j'ai eu envie de faire un podcast. Je suis Rachel Trèves, je suis psychologue et vous écoutez Parcours. Quand Adeline rencontre Guillaume, il y a près de 25 ans, elle a déjà un petit garçon de 3 ans, Pierre. Guillaume est très impliqué dans la vie de Pierre, qu'il a adopté, et avec Adeline, ils veulent un enfant ensemble. Mais le bébé tarde à venir et le couple démarre un parcours de PMA. D'abord, ils tentent 3 FIV en France, 3 échecs. Un parcours difficile et très douloureux. Moi, je m'en souviens parce que c'est chaque mois un moment qu'on ressent au moment où les règles arrivent et que non, ça n'a encore pas marché et qu'on a quand même vécu 24, 48, 72 heures en se disant si, je pense que j'ai 3 jours de retard. Et donc, c'est peut-être possible et qu'on est là à guetter tous les signes et que depuis une semaine, on se dit si, ça forcément, ce sont les signes que c'est un début de grossesse et pas que les règles vont arriver. Et puis, les règles arrivent et donc là, oui, ça, c'est quelque chose qu'en tant que femme, on vit chaque mois. Et dans une année, il y a 12 mois. Et quand on fait 10 ans, ça fait beaucoup, beaucoup de mois où à chaque arrivée des règles, on se dit, non, c'était juste une idée, quoi, un espoir. Et puis, faut repartir, en fait, après. Après plusieurs années de traitement, comme ça ne marchait pas, 1 insémination, 2 inséminations, 3 inséminations, 4 inséminations, 5 inséminations. Là, on s'est tourné vers 2 types d'hôpitaux qui étaient des hôpitaux de province. Pendant tout ce parcours, en fait, on a été rarement bien accueillis, jamais écoutés, absolument jamais écoutés. Et on a supporté, on a affronté toutes ces années dans ces 2 hôpitaux de province, vraiment absolument tout seul. Ni entouré par les médecins, ni quels qu'ils soient, ni entouré par nos familles. Voilà, implicitement, il était entendu que ça aurait dû marcher. Donc les traitements classiques étaient faits et on passait les mois et on passait les années et donc avec plusieurs fausses couches, avec plusieurs échecs de femmes et physiques et aussi psychologiques, de par l'accueil qu'on a eu, ou l'absence totale d'accueil, l'absence de compréhension, l'impression d'être vraiment un morceau de chair, un morceau de viande, traité par le médecin de façon tout à fait inhumaine. Et puis, au bout de quelques semaines, après avoir eu tous les signes, tous les espoirs, ça s'est terminé. Alors, je dis souvent, c'est un peu caricatural, je ne sais pas si on pourra l'exprimer comme ça, mais je dis souvent, ça s'est terminé dans un bain de sang, mais c'était un peu ça, en fait. On est parti en urgence à l'hôpital. J'ai cette personne qui m'avait réimplanté les embryons. J'ai eu une hémorragie terrible. Et la personne n'en avait rien à faire. Et j'ai pleuré. Et elle dit, en regardant les infirmières, mais pourquoi elle pleure, celle-là ? Traumatisés par la rudesse de cette prise en charge médicale, Adeline et Guillaume décident d'arrêter la PMA pendant plusieurs années. Années durant lesquelles ils déménageront souvent, célébreront leur mariage, s'installeront en Roumanie et lanceront même une procédure d'adoption qui n'aboutira pas. Moi, je vivais très mal cette absence d'enfant. J'ai remis sur le tapis cette histoire d'avoir un enfant. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur le don d'ovocytes, la gestation par autrui. On est allé jusqu'à rencontrer une mère porteuse en France. Malgré les violences physiques et psychologiques qu'elle a subies, Adeline accepte de tenter une dernière FIV, à une seule condition, être prise en charge par une femme. Guillaume prend alors rendez-vous avec une gynécologue et s'y rend seul. Elle le renvoie vers l'hôpital Béclair, où il rencontre un professeur qui leur ouvre une nouvelle perspective. Le professeur a fait le diagnostic en disant « mais c'est la qualité des ovocytes d'Adeline qui ne va pas, ça a servi à rien toutes ces FIV, toutes ces inséminations avant, de toute façon étaient visiblement vouées à l'échec. » Le professeur nous a conseillé de passer au don. On a définitivement ouvert la piste du don d'ovocytes. Pas en France parce que la liste d'attente est trop longue, donc on s'est tourné vers l'Espagne. C'est quelque chose de très particulier, ça va être que ce ne sera pas ma cellule.
Et moi, en tant que biologiste, généticienne et physiologiste, ça a une grande, grande signification. C'est un domaine que je connais par cœur. Et le don d'ovocytes, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi. Et à un moment donné, j'ai coupé mon cerveau, en fait. Il y a aussi des choses qu'il faut laisser faire. Et j'ai senti ça, moi, comme un moment où il fallait laisser faire. Alors, le recours au don de gamètes, que ce soit don de spermatozoïdes ou don d'ovocytes, est compliqué en France. Michael Greenberg, gynécologue, chef de service de médecine de la reproduction à l'hôpital Antoine Béclair. Il est autorisé. Beaucoup d'ailleurs ne le savent pas. C'est dire à quel point la communication est piètre dans ce domaine-là. Mais c'est quelque chose qui est autorisé. C'est autorisé, mais en France, comme tous les dons d'organes, les dons de gamètes sont des dons qui sont régis par un certain nombre de dogmes, et notamment celui de la gratuité et celui de l'anonymat, même si c'est censé changer pour l'anonymat dans un futur proche. Mais cette gratuité, notamment, fait on a une grosse pénurie de donneurs. C'est vrai pour les spermatozoïdes, c'est encore plus vrai pour les ovocytes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une femme qui a besoin d'un ovocyte parce qu'elle n'en produit plus va devoir attendre en moyenne entre 2 et 3 ans pour pouvoir bénéficier d'un don. Des gens qui ont besoin d'un don, en général, c'est des gens qui ont un certain temps d'infertilité, 1 à 2 ans. Après, le plus souvent, ils essayent avec leurs propres gamètes pendant 1, 2, 3 ans, voire plus. Ça ne marche pas. Et puis, on les oriente après vers un don de gamètes, on va dire le don d'ovocytes, et là on va leur dire il faut encore attendre 3 ans avant d'en bénéficier. Quand ça fait 5, 6, 7 ans qu'on est dans un parcours, dans cette quête d'avoir un enfant, c'est insupportable. À l'étranger, en Espagne ou en Grèce ou en République tchèque notamment, les délais ne sont pas aussi importants, ils sont même très courts, parce qu'ils n'ont pas cette pénurie de donneurs, et de donneuses notamment. 4 mois seulement après leur rendez-vous à l'hôpital Béclair, ils se rendent en Espagne. Là-bas, un ovocyte les attend. Il sera fécondé avec les spermatozoïdes de Guillaume. Après 14 ans de galère et de souffrance, tout va soudain très vite. On part donc pour un mois de novembre pour une réimplantation à Barcelone. Et là, j'avais quand même une peur que j'ai exprimée plusieurs fois. Et j'avais peur que, comme aussi, je connais des choses de la biologie, je me disais, mais si en me faisant la réimplantation, si c'est pas suffisamment safe, pas suffisamment sécure, etc., une peur mais complètement irrationnelle, qu'en même temps j'attrape une maladie, voilà, que en fait, une infection, un truc. Donc j'y suis allée avec cette peur-là en plus, qui n'a rien à voir avec le don d'ovocytes en fait, mais qui en même temps, c'est peut-être quelque chose qui ressortait. Et qui illustrait en fait ma crainte quand même de porter un enfant avec la cellule de quelqu'un d'autre. Il faut quand même accepter la cellule de quelqu'un d'autre. Et cet autre, on commence à y penser plus concrètement quand on est dans l'avion et qu'on part pour qu'on nous réimplante des embryons, parce que là, cette autre, elle prend vraiment elle devient concrète, elle devient physique et concrète. À partir du moment où c'était possible, où le processus était bon, le diagnostic était posé, et où on avait décidé, Adeline, de son côté, de mettre son cerveau en off, et moi de mettre mon moteur en on, pas de cerveau, un moteur, en avance. Mais je pense même pas, en fait, que j'ai dit, d'un côté, il y aura un ovocyte qui vient de telle cellule, enfin de tel, avec tel patrimoine génétique, et de l'autre côté, il y aura les spermatozoïdes. J'ai pas du tout processé ça. Parce que de toute façon, pour moi, une adoption, c'était formidable. Une mère porteuse, c'était formidable. Là, c'était mieux que tout ça, en fait. C'était patrimoine génétique connu, une grossesse à la maison, dans le corps de mon épouse. Honnêtement, à ce stade-là, c'était best option ever, quoi. Donc, il n'y avait pas de question à se poser. 15 jours plus tard, c'est moi qui appelle le labo, et pour une fois, c'est positif. Et je suis coincé au bureau. Je peux pas rentrer pour le célébrer avec ma femme. En fait, quand tu m'as appelée, j'étais dans la voiture, je rentrais du travail, et donc le téléphone sonne, et tu me dis, le médecin généraliste m'a dit de te féliciter. J'ai arrêté la voiture et je crois que j'ai pleuré pendant une demi-heure dans la voiture, en fait, avant de pouvoir reprendre la route. Alors j'étais à 5 minutes de la maison, mais je suis restée une demi-heure à pleurer. C'était la première fois en 14 ans. Les jours qui précèdent l'implantation de l'embryon, Adeline appréhende.
cet enfant n'aura pas ses gènes. Un sentiment partagé par de nombreux couples qui ont recours au don. Valérie Blanchet, sage-femme à l'hôpital Cochin. Je pouvais rencontrer des femmes, des couples qui arrivaient au bout de leur parcours d'AMP intraconjugal, donc avec les gamètes hommes et femmes du couple, et où les médecins commençaient à émettre l'idée qu'il fallait peut-être passer, selon l'indication, soit un don de sperme, soit un don d'ovocytes. En tant que sage-femme référente don d'ovocytes à l'époque, c'est vrai que je les recevais pour leur expliquer comment ça allait se passer. C'est pour les femmes la possibilité d'avoir une grossesse, la possibilité d'accoucher d'un enfant et de vivre donc cette grossesse, cette rapport avec l'enfant in utero, avec le bébé dans ses bras au moment de l'accouchement et toute la petite enfance, quasiment exactement identique qu'une femme qui aurait mené une grossesse avec ses propres ovocytes. Alors, ne pas pouvoir obtenir cette grossesse grâce à ses ovocytes, c'est une étape importante à passer, c'est sûr. Pour moi, le don d'ovocytes n'est jamais un problème. Ni une question, ni un sujet, ni rien. Manon, elle est viscéralement ma fille, comme Pierre est viscéralement mon fils. J'ai absolument aucun questionnement sur ce sujet. Les seuls questionnements que j'ai, c'est pour Manon. Il n'y a pas de question de quelle cellule, où, quoi, comment, Barcelone, le processus, les analyses, les bêta-HCG, il n'y a plus rien de tout ça. C'est juste une petite crevette toute petite qu'il faut ménager. Ça fait 25 ans qu'on me dit que Pierre me ressemble. C'est fou, il te ressemble, quand même. Et ça fait 10 ans qu'on dit à Manon, qu'est-ce que tu ressembles à ta maman, quand même. Les ressemblances génétiques, elles sont quand même bien biaisées par l'environnement. La ressemblance, elle est dans l'environnement, en fait. Elle est dans les mimiques, dans les attitudes, dans les mots, dans le vocabulaire, dans la gestuelle, dans l'être, pas dans le patrimoine génétique, en fait. Peu importe l'origine de l'ovocyte qui a donné naissance à Manon. À sa naissance, ses parents ne se sont plus jamais posé la question de la génétique. Reste une interrogation. Comment raconter à leur fille l'histoire de sa venue au monde ? Depuis le début, on sait qu'on en parlera à Manon, qu'il faut juste trouver le bon moment. Il y a juste qu'il y a un moment pour dire les choses, il y a un moment pour les comprendre. Et surtout, on voulait être sûr qu'elle ait l'âge de l'intégrer. Donc on voulait qu'elle soit prête à le recevoir, à le digérer, et à l'analyser, et à poser les bonnes questions qui vont derrière, parce qu'il y a plein de questions pour elle, il y a beaucoup plus de questions pour elle que pour nous. Voilà, donc il fallait trouver ce juste équilibre, et c'est ça qui nous a décidé à lui parler à partir du moment où elle serait capable de garder, elle, un secret. Donc on s'est dit, à partir de 7 ans, elle serait capable non seulement de comprendre ce qu'on allait lui expliquer vraiment bien, mais en plus d'être capable de ne pas le partager n'importe comment. Serge Effez, psychiatre, responsable de l'unité de thérapie familiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les procréations médicalement assistées, surtout s'il y a don d'ovocytes ou s'il y a don de spermatozoïdes, rebattent complètement la question des origines. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que les origines d'un enfant ? Est-ce que c'est son patrimoine génétique qui est transmis de génération en génération ? Est-ce que c'est la filiation telle qu'elle est établie auprès de l'état civil, avec 2 personnes, voire une seule personne qui se positionne comme étant parent de cet enfant ? Est-ce que c'est l'histoire qu'on lui raconte par rapport à sa venue au monde ? Qu'est-ce qui constitue l'origine ? Je dirais que jusqu'à maintenant, c'était une question très simple au fond, qui ne se posait quasiment pas, puisque procréation, engendrement, mariage, filiation, tout ça c'était la même chose. Donc la question des origines, elle était dans l'arbre généalogique, autour des grands-parents, de la transmission. L'enfant a été conçu sexuellement sous la couette et hérité du patrimoine génétique de ses parents, qui en plus étaient mariés. Donc tout ça était d'une simplicité enfantine, j'ai envie de vous dire. Et puis maintenant, évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes. Les origines génétiques, la filiation, les personnes qui s'occupent effectivement d'un enfant et qui l'aiment dans la vie quotidienne, ça peut ne plus être les mêmes, ça peut être totalement disjoint. Donc comment est-ce qu'on va penser les origines ? Et les parents qui ont recours
aux procréations médicalement assistées, ils sont confrontés à ça, à un moment ou à un autre. On a trop voulu, sans doute, calquer le modèle de la PMA avec don sur un modèle médical. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un traitement de l'infertilité. Pour les hommes, notamment, surtout, c'était ni vu ni connu, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, il y a un donneur de sperme, on ne va pas en faire toute une histoire, vous êtes le père de cet enfant, vous n'avez même pas besoin de lui raconter cette histoire génétique, parce que tout ça n'a aucun intérêt, vous êtes son père, c'est pas la peine de lui brouiller l'esprit, on a traité votre fertilité avec ce don anonyme. Et puis, on s'est aperçu avec les années que c'était pas si simple, cette histoire-là, c'est-à-dire que cette question du donneur, cette question du don, déjà, c'est important de donner. Le don, ça implique souvent un contre-don, ça implique, un lien imaginaire entre la personne qui donne et la personne qui reçoit. Donc, c'est quelqu'un qui existe, c'est un personnage qui est animé d'une vie, etc. Donc, ce personnage, il existe dans la tête des parents, dans la tête du père, dans la tête de la mère. Et puis, aussi, la question des origines génétiques, elle peut pas être balayée d'un revers de main. C'est-à-dire qu'on regarde cet enfant et on se dit, à qui il ressemble, cet enfant, au fond? D'où est-ce qu'il a hérité ces mains-là ou ces yeux-là? Donc, ce que je veux dire, c'est que ces personnages de donneurs, ils rôdent un peu dans la famille. Ils rôdent à la manière des fantômes modernes, c'est-à-dire on sait qu'ils sont là, on les voit pas, on n'en parle pas. J'ai une très belle histoire d'un papa qui avait recours à un don de sperme et qui m'avait dit en premier lieu, mais vous savez, c'est mon fils, je l'aime, il m'aime, voilà, cet homme, je n'y pense jamais, j'en parlerai jamais. Et puis au bout de quelques mois d'analyse, m'a dit, mais je me rends compte aujourd'hui que chaque fois que je regarde mon fils, et il dit ça, chaque fois que je regarde mon fils, je pense au donneur. Comme si, et donc chaque fois qu'il regarde son fils, son fils voit dans le regard du père un fantôme qui traverse la pièce. Donc on ne peut pas faire comme si ces personnages-là n'existaient pas. On s'en rend compte aujourd'hui, et c'est pour cela qu'on revient sur les questions d'anonymat, sur les questions législatives autour des PMA, de quelle façon finalement la filiation peut prendre en compte c'est pas des parentés, mais enfin, ces personnages additionnels qui ont concouru à la vie d'un enfant. Ça me paraît bien que ce soit quelque chose qui existe pour l'enfant. Alors, il ne s'agit pas de lui asséner tous les jours, mais je ne sais pas, très tôt, on lit à un enfant des histoires avec papa ours, maman ours, les petits ours. Il y a d'autres histoires qui existent aussi dans des livres illustrés où le papa ours, il avait ses petites graines qui étaient toutes cassées, qu'il a demandé à un autre gentil papa ours de l'aider. Enfin, tout ça est d'une gentillesse extrême que les enfants peuvent tout à fait comprendre et qui devient très naturel, très, très basique pour eux. C'est-à-dire, si c'est fait très tôt avec les mots qu'il faut, et si les parents sont eux-mêmes à l'aise dans la façon dont ils transmettent ça, voilà, ça peut se faire dès qu'ils ont ça en tête et qu'ils commencent à raconter une histoire à un enfant. Tout ça pour dire quoi? Que pour moi, les origines, c'est pas les racines. Les origines, c'est pas derrière nous. Les origines, c'est plutôt devant nous, et c'est plutôt cette histoire qu'on se raconte en famille, sur l'histoire de la famille, et sur l'histoire de la conception, et sur l'histoire du désir qu'un enfant soit au monde. Et ces origines, on les remet en chantier en permanence, voilà, parce que l'histoire, on va la raconter différemment, qu'il va y avoir d'autres éléments, peut-être nouveaux, qui vont venir enrichir cette histoire, et que donc, je dirais que c'est cette jubilation à raconter qui constitue le roman des origines et que les enfants peuvent s'approprier. En juillet 2020, plusieurs années après notre dernière séance, Adeline et Guillaume me contactent. Manon a 10 ans, ils veulent lui parler et ils ont besoin de conseils, d'aide pour trouver les bons mots. Les premières étapes en fait, de notre scénario, c'était qu'elle comprenne comment on faisait les bébés, et puis ensuite comment on faisait les bébés en fécondation in vitro, avant d'en arriver au don. Elle avait tendu une perche à son papa dans la voiture en partant à l'école en lui demandant comment le papa met la petite graine dans le ventre de la maman. Donc là, on lui a expliqué les FIV. Donc le bébé éprouvette, Amandine, le professeur Friedman, etc. Comment on fait les FIV. Et là, on lui a dit qu'elle avait été conçue par FIV. Et c'est vrai que pour ces 2 étapes-là, je me suis sentie assez à l'aise, en fait. Et prête, et c'était le moment. Mais je lui ai quand même annoncé qu'elle était un bébé éprouvette. Enfin, on lui a annoncé, parce qu'à chaque fois, on a fait ça tous ensemble, qu'elle était un bébé éprouvette. Et là,
elle a été soulagée en disant mais c'est ça, mais pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Et elle a dit mais c'est génial, moi je trouve ça super d'être un bébé éprouvette, c'est vachement propre en fait, plutôt que votre histoire super burk. Et alors là, du coup, elle a voulu voir des vidéos de fécondation, d'ovocytes, de parcours des spermatozoïdes, de tout ça. Puis elle confrontait ça au fait qu'elle avait été super costaud parce qu'elle s'était accrochée. Donc pour elle, c'était vraiment une belle histoire. Et c'est là où moi, la terreur a commencé à m'envahir, c'est que il allait falloir lui dire que c'était un don d'ovocytes. Et on lui a expliqué que mes cellules ne fonctionnaient pas, qu'on a eu recours à une donneuse et que donc la cellule, comme sur le petit schéma qu'on avait vu, était issue d'une donneuse. Et là, pendant, je sais pas combien, peut-être 10, 15 fois, elle a dit « Ah, ça fait bizarre, ça. Ah, c'est bizarre. Ah, ça fait bizarre. Ah, c'est bizarre. » Et moi, je crois que je me liquéfiais petit à petit. Ça fait bizarre. Et là, c'est Guillaume qui a eu une phrase incroyable, magique, à laquelle je n'aurais jamais pensé, moi, qui lui a dit « Mais tu sais, Manon, maintenant que tu sais ça, et maintenant qu'on te l'a dit, nous sommes les mêmes personnes, tous les trois, les mêmes personnes que ce matin. » Au contraire, il s'agit de glorifier tout ce qui a permis à cet enfant d'être là, d'être sur Terre et d'aimer la vie et d'avoir des parents et d'avoir une vie formidable. Donc, je pense bien qu'une maman qui parle, quand sa fille a 10 ans, d'une donneuse d'ovocytes qu'elle a dans la tête depuis la naissance de cet enfant et qui est entre elle et son enfant depuis la naissance, c'est ce gouffre-là, je pense, dont cette femme parle à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est que l'enfant qui dit « Ah, c'est bizarre », elle est en train, à mon sens, de dire « Ah bah oui, maintenant et je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, justement. Je sentais qu'il y avait quelque chose comme ça qui circulait, je savais pas ce que c'était. Et donc, du coup, il faut qu'elle se remette les idées en ordre autour de ça. Peut-être que si, depuis toujours, ça avait été établi comme ça, ça serait aussi naturel que le biberon qu'on lui donne le matin. Elle m'a regardée, elle a regardé la couleur de mes cheveux, elle a comparé, elle a pris une de ces mèches qu'elle a mis à côté de la mienne. Alors, coup de bol, je m'étais fait faire des mèches chez le coiffeur quelques semaines avant. Et donc, ça correspondait à peu près. Mais elle a regardé ça, elle a regardé mes yeux et elle a dit une phrase. Elle a dit « Mais alors, j'ai ces caractères. » C'est là où je me suis rendu compte que je portais ce moment-là depuis 10 ans en moi. Je l'avais eu beau l'occulter en bloquant mon cerveau. Ça faisait 10 ans que je portais la trouille en moi qu'elle ne me regarde plus pareil une fois qu'elle saurait. Parce que je savais que je lui dirais. Je ne suis pas dans les secrets. Je savais que je lui dirais. Je ne savais pas quand au début, mais je savais que je lui dirais. Et cette trouille, à ce moment-là, j'en ai pris vraiment conscience. C'est ça que je portais en moi depuis longtemps. Est-ce qu'elle va me regarder pareil, moi? Est-ce qu'elle va me regarder pareil? On s'est pris la main, toutes les deux. Et puis, elle a gardé sa main dans la mienne. Elle a serré ma main. Puis, elle m'a dit « Bon, maintenant, j'ai envie d'aller jouer. » Et je lui dis « Mais est-ce que je peux avoir un bisou avant que tu partes jouer ?» Et là, elle s'est jetée dans mes bras. Elle s'est mise contre moi. Elle s'est levée contre moi. Et on a passé vraiment toutes nos habitudes, comme quand on se dit au revoir avant de la poser à l'école ou quand on va se coucher, nos petits rituels où on se frotte la joue, où on se caresse la main, où on se caresse toutes les deux, voilà, le peau contre peau qui reste toujours présent. Et là, elle a plongé ses yeux vraiment dans les miens. Elle était vraiment... et j'ai senti que, voilà, j'étais quand même la même. Vous venez d'écouter Parcours, un podcast de Rachel Trèves, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Sarah Koskiewicz, Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez, Victor Benamou et Vincent Pellegrino. La musique a été composée par Diane Frances.